Mon mari est dans la baignoire avec notre voisine. J'ai verrouillé la porte et j'ai agi. Il n'y a pas d'autre phrase pour commencer. C'est celle-là qui me revient, nette, tranchante, comme si la maison elle-même l'avait prononcée. Je me souviens de l'odeur du savon, du bruit de l'eau, du carrelage froid sous mes pieds. Je me rappelle aussi du silence qui a suivi, un silence si précis qu'on pouvait l'entendre comme une accusation. Avant ce matin-là, notre vie ressemblait à une ligne droite, une cuisine toujours rangée, des lits faits aux mêmes heures, des cafés pris ensemble, même quand l'un de nous était pressé. Jackson travaillait beaucoup, il avait les mains cailleuses d'un homme qui ne comptait pas ses heures, et Caroline était la voisine qu'on voyait au coin des cafés, la femme au gâteau toujours trop bon, celle qui savait réparer une étagère et ramener des restes de marché quand elle passait. On partageait des barbecues, des anniversaires, des clés de maison dans des situations anodines. Ce n'était pas de l'amitié ultra intime, mais c'était suffisant pour que je la laisse entrer sans penser à mal. Il est étrange en y repensant, comme les gestes les plus banals prennent, après coup, des airs de prémices. Il y a eu des indices, toujours ces petits riens qui s'accumulent et finissent par peser comme des preuves. Un téléphone posé face cachée qui vibrait plus souvent que d'habitude, des regards interrompus en ma présence, une facture de restaurant sur la table un soir où il m'avait dit travailler tard. Rien qui criait forcément l'infidélité, mais assez pour déranger la ligne droite. Je me souviens du mercredi précis. Il faisait un soleil bas d'automne, la lumière traversait les stores et découpait des bandes sur le parquet. J'étais sortie prendre des dossiers que j'avais laissés sur la table du salon, des papiers pour la comptabilité, banalité domestique. Jackson était parti tôt, il m'a embrassé comme tous les matins, avec cette petite pression de la mâchoire qui, à l'époque, me rassurait. Caroline était en train de tondre sa pelouse quand je suis passée près de sa maison. On a échangé une phrase, un sourire. Elle a dit « On se voit ce soir pour le dîner ?» et j'ai répondu « Oui » sans me douter que ce « oui » valait pour toute autre chose que le plat. Le sentiment d'avoir oublié quelque chose m'a tiré du travail. Ce sont des choses idiotes, ces retours pour un stylo ou un dossier. J'ai pris la clé, traversé le couloir avec l'élan de la routine. La porte s'est refermée derrière moi et la maison m'a accueilli d'abord par l'odeur du détergent, puis par un bruit qui n'aurait pas dû être là. De la vapeur peut-être, et ce son d'eau qui bulle doucement, presque joyeux. J'ai failli sourire. Qui n'aime pas un bain déjà préparé? Puis j'ai entendu des voix étouffées. Pas des voix que je connaissais par cœur, des voix qui chuchotaient, puis rirent, puis cessèrent. C'était la petite infraction dans l'ordinaire qui a tout changé. J'ai posé mes clés sur le meuble, la paume un peu humide. J'ai tendu l'oreille, et là, j'ai su que j'étais devant quelque chose de plus grand que de simples paroles. Je ne me suis pas effondrée. Il y a eu ce court instant, 2 ou 3 secondes, où mon corps m'a offert la possibilité de réagir comme on voit dans les films, crier, courir, hurler. Mais je ne l'ai pas pris. Peut-être parce que j'avais déjà mes papiers en main, peut-être parce que la colère qui montait était trop froide pour éclater. J'ai pensé d'abord à la maîtrise, à l'idée que laisser la scène se dérouler entraînerait des conséquences incontrôlées. J'ai respiré, longuement, et puis j'ai fait ce que j'ai fait toujours quand il s'agit de protéger ce qui m'appartient, j'ai verrouillé la porte. Verrouiller la porte était à la fois un geste symbolique et concret. Ce petit tour de clé a fermé l'accès, empêché quiconque de sortir brusquement. Ça a suspendu le moment, comme si j'avais appuyé sur pause. Quand on lit le mot « verrouiller », on imagine souvent une volonté de casser, d'enfermer. Ce n'était pas ça. C'était, surtout, prendre le contrôle d'une situation que quelqu'un d'autre avait violée. J'ai fermé la porte non pas pour les punir dans la violence, mais pour m'assurer que je pouvais agir avec nuance, qu'il y aurait des témoins et qu'aucune fuite n'effacerait les traces. Je me suis tenue dans le couloir, la main encore sur le bois froid de la poignée, et j'ai écouté. Les voix se turent. J'ai frappé doucement pour ne pas provoquer, et j'ai dit, d'une voix qui ne tremblait pas, « Restez exactement là où vous êtes ». La surprise qui a suivi m'a fait sourire malgré moi. Il y a une vérité triste à propos de la surprise. Elle donne parfois à celui qui la ressent l'air coupable, et à celui qui l'observe une force. J'ai appelé Lincoln. Je ne sais pas exactement pourquoi mon doigt a choisi son numéro plutôt que celui d'un ami, d'un voisin quelconque ou d'un avocat.
Peut-être parce qu'il était le mari de Caroline, parce qu'il méritait la vérité et la possibilité de choisir sa posture. Peut-être parce que, inconsciemment, j'espérais qu'il devinerait que quelque chose n'allait pas. Lincoln a décroché après 3 sonneries. Sa voix était encore ce matin-là un peu rauque, surpris. « Joséphine, ça va ?» Il y a eu un silence entre nous où la maison a sifflé comme un animal blessé. « Viens, tout de suite, ai-je dit. S'il te plaît, viens. » J'ai dit ces mots sans habiter le reste, sans expliquer comment j'étais revenue, sans avouer qu'il y avait déjà l'odeur du shampoing dans l'air. Je n'ai rien dit des messages, rien dit des soupçons. Les détails pouvaient attendre. J'avais besoin d'un témoin impartial. J'avais besoin d'un homme qui ne soit pas dans la position de me défendre ou d'être défendu par les coupables. Lincoln a promis d'être là dans 5 minutes. 5 minutes dans une maison, c'est un âge. 5 minutes pour rassembler des preuves ou pour se tenir immobile. J'ai choisi la méthode la plus mesurée. Enregistrer des sons, noter des choses, rassembler les indices que la maison garderait. J'ai pris mon sac sans précipitation, comme si je m'apprêtais à sortir pour un rendez-vous, mais j'avais l'œil partout. Mon téléphone est resté contre ma cuisse, je ne l'ai pas brandi comme un objet de chasse, mais comme un témoin. J'ai passé mon regard de la cuisine au salon, observant la table où il restait une coupe, un verre d'eau à moitié plein. Les petites choses qui rendent la vie ordinaire font les preuves les plus traîtres. Des cernes de mousse sur le bord d'un évier, des serviettes qui ne sont pas à leur place. Je ne vais pas vous donner un manuel sur comment collecter des preuves. Au contraire, il y a des lignes à ne pas franchir. Ouvrir un téléphone verrouillé sans autorisation, fouiller dans un ordinateur, tout cela peut être problématique selon la loi du pays où vous vivez. Ce que je dis, c'est que j'ai d'abord pris ce qui était visible et laissé intact ce qui ne l'était pas. J'ai photographié la scène du salon, l'empreinte d'eau sur la moquette, la veste de Jackson sur une chaise. Ce sont des gestes qui semblent futiles, mais qui, mis bout à bout, racontent une histoire. Lincoln est arrivé. Il est apparu sur le pas de la porte, le visage blanc, comme si la maison lui avait déjà dit quelque chose avant que nous parlions. Sa présence était une encre. Il n'a pas posé de questions mal placées. Il a juste regardé ma main serrée sur la serrure et dit « On fait ça proprement ». Sa voix contenait l'indignation et la loyauté que j'attendais. Nous nous sommes regardés, 2 personnes auxquelles on avait volé une normalité. Il a eu un geste, un regard vers ma droite, vers le téléphone dans ma main, et j'ai su que nous savions la même chose. Il fallait établir la chronologie. Nous nous sommes placés en binôme. Lincoln, habituellement taciturne, a pris à son tour son téléphone, a fait quelques photos, a noté l'heure. Il a photographié la porte de la salle de bain entr'ouverte, la vapeur qui s'échappait comme un rideau trop lourd. Je n'ai pas osé entrer. L'idée d'entrer dans ce champ intime était violente, et je voulais que la première preuve soit la plus innocente possible. Une poignée tournée, la serviette qui pendait, la trace d'un parfum sur le verre. Ce sont des indices, pas des jugements. Je me suis approchée de la porte et j'ai posé mon oreille contre le bois. J'entendais des pistes fragmentaires, des rires étouffés, un souffle, le bruit d'un message qui arrivait sur un téléphone, ce petit « ding » qui en dit plus que les mots. J'ai pris le sien quand il a décroché. Jackson a répondu, puis s'est interrompu. On sentait dans sa voix une hésitation, un trouble, quelque chose qui ne trouvait pas sa place dans le mensonge. Il a demandé « Joséphine, tout va bien ?» et il a fallu toute ma contenance pour ne pas réagir autrement que par le contrôle. Je lui ai dit, lentement, « Restez où vous êtes, Lincoln est là. Tu ne vas pas sortir. » Rien d'autre. Quelques syllabes précises. Il a marmonné quelque chose que j'ai à peine entendu. Une colère froide m'a traversée. Pas l'odeur du feu, mais celle d'un métal qui se repolissait. Mon côté qui compte les conséquences a commencé à faire le tri. D'abord, appeler un avocat semblait prématuré. Trop tôt pour la polémique, mais assez tôt pour prévenir une fuite de preuves. Deuxièmement, il fallait informer des tiers qui allaient subir le choc si nous restions muets. La mère de Caroline peut-être, le patron de Jackson potentiellement, mais pas encore. Rien qui ressemble à un lynchage médiatique. J'ai cette aversion pour les hordes, elles brûlent tout, surtout ce qui pourrait servir après. Je voulais une réparation, pas une vengeance. Lincoln, de l'autre côté, a eu la même prudence. Il a dit « on ne publie rien, on ne crie pas, on met en place les étapes ». J'ai senti à ce moment-là une très particulière sensation, la puissance froide de l'organisation contre la violence brute de l'affrontement.
Il y avait un plan tacite, bref, fait de regards et de gestes. J'ai demandé à Jackson par la porte « Où est ton téléphone ?» Il a répondu, maladroit, qu'il l'avait sur la table de nuit. J'ai noté mentalement. Je savais que l'accès direct allait être un choix moral. Je n'irais pas jusqu'à fouiller son oreiller. Mais j'ai, en revanche, demandé qu'il me passe son dernier message envoyé. C'était un compromis. Je ne violerais pas sa vie numérique au-delà d'un instant donné, mais je lui demanderais un échantillon. Il a hésité. Puis, par une petite ouverture, il a fait glisser un téléphone contre le bord de la porte. On a tous les deux pris une photo à travers la fente. Cela paraissait ridicule, presque enfantin. Mais les images sont des témoins, et j'aime les témoins qui restent muets. Sur l'écran, on voyait une conversation. Un homme et une femme, des messages qui se succédaient, des petites dates. Il y avait une mention de « demain, on réglera ça » et un emoji que je reconnaissais maintenant comme le signe d'une connivence planifiée. Lincoln a souri sans joie. 6 mois, a-t-il dit, et tout s'est précipité dans ce mot. 6 mois, ce n'était plus une erreur, c'était un projet. Les messages étaient en chaîne, avec des rendez-vous, des allusions à des transferts, à des décisions à prendre pour quand ça sera fait. Le sens évident est que ce n'était pas qu'une liaison passagère. Il y avait, entre les lignes, une intention financière. Des suggestions sur des comptes, des conversations cryptées sur des biens. J'ai senti ma gorge se serrer, pas tant par la trahison affective, bien que cela me brise, mais par l'effronterie. Ils avaient planifié de m'exclure de décisions qui me concernent, ils avaient pensé à m'effacer. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai, sans dramaturgie, demandé à Jackson d'ouvrir la porte juste assez pour parler face à face. « Je veux que vous restiez calme », ai-je dit. Vous allez parler et vous allez dire la vérité sur ce que vous avez prévu. Tout sera consigné. J'ai vu la panique monter sur son visage. Ce n'était plus seulement la peur d'être pris, mais la réalisation que ces actes avaient des conséquences tangibles. Caroline a sangloté, pas de cette belle larme dramatique qu'on imagine dans les films, des sanglots courts, étouffés, la honte qui cherche la respiration. Je ne me suis laissé aller ni à la pitié ni à la rancune. J'ai suivi une logique simple. Stabiliser la scène, enregistrer des aveux, faire en sorte que la vérité ait des supports. Lincoln a allumé son dictaphone. Il ne s'agissait pas de piéger, mais d'assurer qu'il y ait des preuves de leur propre narrative. J'ai dit très précisément « Parlez, dites ce que vous avez fait ces 6 derniers mois, commencez par les dates. » J'ai demandé des petites choses. Quand, pourquoi, comment. Ils ont parlé. Le débit était souvent irrégulier, mais les détails, eux, tombaient comme des pierres. Rendez-vous détaillés, concerts, hôtels et des mentions, cette fois plus claires, de comptes bancaires, de noms de notaires. C'était plus qu'un crime de cœur, c'était un plan pour déplacer des lignes de propriété, pour modifier un futur qui m'appartenait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas non plus improvisé un tribunal. Je me suis contentée d'écouter et de prendre des notes. Ma main vibrait légèrement quand j'écrivais, mais mes mots restaient lisibles. Date, lieu, échange, intention. À chaque phrase, l'image se précisait. Il y avait des moments où je me suis demandé si j'étais plus en colère que triste, puis d'autres où la tristesse revenait, vaste et glaciale. Mais sous tout cela, une autre chose naissait, un sentiment de puissance. La possibilité de nommer ce qui avait été fait m'enlevait du chaos. Nommer, le mensonge devenait tangible, et ce qui est tangible se traite. Lincoln a à un moment dit quelque chose de déterminant. Ils ont même prévu de faire signer des documents à ton insu pour transférer certaines parts. Ce genre de phrase a un effet dévastateur, car elle ne concerne pas seulement le couple, mais l'avenir matériel qui m'appartenait, la maison, les comptes communs, les projets. J'ai senti le sol sous mes pieds changer d'état. Le monde a cessé d'être une ligne droite et est devenu un champ où des gens manipulaient les piquets. Je devais prendre une décision, porter plainte, attendre d'avoir plus de preuves, informer des proches. Lincoln et moi en avons parlé à voix basse, pas pour le secret, mais par respect pour le moment. Les auteurs venaient de confesser. Nous étions des adultes, nous savions que la voie légale avait ses lenteurs, ses aléas, mais il y avait quelque chose d'évident. Laisser ces mensonges circuler sans réaction allait leur permettre de s'insinuer plus loin. Notre stratégie fut donc simple, ne rien publier, obtenir tout ce qu'ils avaient donné de leur propre volonté et ensuite décider des pas suivants. Jackson seul a eu un sursaut. Joséphine, je peux expliquer. Ces mots n'avaient pas la force d'annuler.
Il a cherché un récit qui conviendrait, un prétexte pour rendre acceptable l'inacceptable. Caroline a pleuré, et à travers ses sanglots, j'ai aperçu une fatigue. Il y a une fatigue dans la duplicité. On finit toujours par s'épuiser de mentir. Je n'ai pas voulu ajouter à ce spectacle, je voulais des faits. J'ai dit, commencez par me dire qui savait, qui d'autre est impliqué. Elle a répondu en bégayant, puis a prononcé un nom qui m'a cloué. Un notaire, apparemment contacté pour rassurer sur des transferts. Un compte ouvert sous un autre nom. Ces mots avaient la texture d'une trahison qui n'était pas seulement personnelle, mais institutionnelle. C'est à cet instant que je me suis rendu compte que la maison n'était plus un sanctuaire. Elle était un objet au centre d'une tempête, un bien qui pouvait passer de main. Je pensais à la peinture que j'avais choisie pour notre salon, aux rideaux que j'avais cousus, aux nuits où j'avais guetté la fenêtre en attendant son retour. Tout semblait sujet à devenir une archive dans un procès. Et je me suis trouvée à éprouver un mélange d'indignation professionnelle et de douleur intime. Ce mélange, je l'ai transformé en une force pratique. Lincoln, à un moment, a murmuré « On va devoir parler à un avocat ». Je n'ai pas contesté. C'était la phrase la plus sensée que j'avais entendue depuis que j'étais rentrée. La légalité comme oreiller. Pas glamour, mais efficace. J'ai dit « On va attendre le moment opportun. On va enfin décider qui doit savoir et comment ». Le « on » dans cette phrase me rendait plus forte. Il me mettait en équipe avec quelqu'un qui n'était ni l'accusé ni l'allié traditionnel, mais un allié circonstanciel. Lincoln ne voulait pas le spectacle. Il ne voulait pas qu'on brise les enfants, les familles. Il voulait la vérité et la réparation. J'ai retenu ma dernière impulsion, ouvrir la porte et crier à qui voulait écouter. À la place, j'ai demandé qu'il sorte calmement, qu'il s'assoie dans le salon, en face de nous, qu'il ne touche à rien, qu'il laisse la maison intacte, qu'il se tienne prêt à répondre. Ils ont obéi, ou du moins simulé l'obéissance. Caroline a passé une main sur son visage, les yeux rougis, tandis que Jackson ramassait une serviette. Il a fallu ce geste pour leur rappeler la banalité humaine. Ils étaient, malgré tout, les mêmes personnes que j'avais épousées ou que j'avais connues comme voisines. Et les reconnaître comme telles n'annulait pas ce qu'ils avaient fait. Cela rendait la situation plus complexe, non moins choquante. Nous nous sommes assis en cercle, comme pour une réunion de famille ratée. La vapeur flottait encore, ponctuée de gouttelettes sur le carrelage. L'air sentait le savon et la honte. Les mots ont été brefs, et j'ai pris le soin de les rendre clairs. Je leur ai dit ce que je savais. 6 mois, rendez-vous, possibilité de transfert. J'ai dit ce que je voulais. La transparence, la vérité et ensuite la réparation. J'ai énoncé ce que je ne voulais pas. Télévision, famille brûlée par la colère, la vindicte. J'ai dit aussi que j'espérais que Lincoln et moi pourrions régler cela sans que le monde entier n'en soit témoin. C'était une ironie douce amère. Je voulais la privauté pour préserver ma dignité, tout en exigeant des comptes publics quand il le faudrait. À un moment, Caroline a murmuré « Je ne voulais pas te blesser, Joséphine. Sa voix s'est perdue. C'est là que la violence psychologique d'une infidélité devient claire. Il y a des gens qui n'avaient pas demandé à être pris dans cette histoire, et d'autres qui croyaient que leur petite manigance ne blesserait que 2 personnes. J'ai senti une tension profonde entre ce qu'elle pensait être des erreurs et ce que moi, j'avais à perdre. Je ne vous raconte pas ces moments pour faire monter la sauce dramatique. Je vous les raconte parce qu'ils étaient réels, précis, et parce que la vérité, quand on la tient, n'a pas besoin d'artifice. Les aveux se sont enchaînés, parfois incohérents, souvent lacunaires. Ils ont tenté de rationaliser des cadeaux, des soirées de travail, des dépenses partagées. Mais sous cette rationalisation, la chronologie s'est imposée. Les photos que nous avions prises, les bribes de messages, les dates consignées, tout a commencé à dessiner une toile. C'est là que nous avons fait un choix. Nous avons enregistré leurs confessions, non pour les blesser davantage, mais pour protéger une version objective de la réalité. Je sais que l'acte d'enregistrer peut choquer, il peut sembler endémique à la confiance, mais c'était une assurance. Si plus tard quelqu'un contestait, si les faits étaient déformés, il y aurait une trace. Nous n'avons pas publié, nous n'avons pas fait circuler, nous avons gardé le dossier pour ce qu'il est, un outil.
Et c'était surtout un moment d'irréversibilité. Une fois que les mots sont sortis, ils ont quitté la poche chaude du secret et sont devenus propriété publique du procès à venir. Et puis, il y a eu ce message précis qui a fait basculer mon estomac. Une conversation où l'on parlait d'un versement, d'un compte supplémentaire, de mettre les papiers à jour après le mariage d'octobre. Mon esprit a fait une équation rapide. Si ces projets existaient, mon futur matériel n'était pas seulement menacé, il était déjà planifié pour m'être retiré. La colère est montée et j'ai senti une envie violente de détruire, de tout déchaîner. Mais j'ai choisi la route inverse. J'ai noté, j'ai enregistré encore. J'ai demandé à Caroline si elle comprenait que ce geste constituait une tentative de modification d'une situation légale. Elle a hoché la tête, tremblante. « Je ne savais pas, je croyais », a-t-elle bafoué. Ce n'est pas parce qu'on croit qu'un acte est petit qu'il l'est pour la personne qui le subit. Je pourrais vous dire ici que tout s'est arrêté, que la scène était close et que nous avions immédiatement pris les mesures nécessaires. Mais la vie n'est pas aussi nette. Il y a des hésitations, des silences, des mails à écrire, des coups de téléphone à donner. J'ai senti l'épuisement des autres et le mien. Et surtout, j'ai senti que quelque chose allait éclater au-delà de notre salon, des familles allaient être confrontées, des carrières touchées, des amitiés brisées. Je ne voulais pas être l'instigatrice d'une pluie qui détruirait des gens innocents avec les coupables. C'est à ce moment-là que la décision collective a été prise. Nous allions conserver les éléments que nous avions, photos, enregistrements, notes, et les laisser dans un dossier scellé. Un dossier pour un avocat lorsque nous aurions choisi d'agir. Laisser le temps faire son œuvre sans pour autant clore la possibilité d'un recours. Cette stratégie était moins une question de patience que de méthode, agir avec ordre plutôt qu'avec spectacle. Je me souviens de la dernière chose que j'ai dite avant que Lincoln ne quitte la maison pour prendre un rendez-vous. Nous devons penser aux répercussions. Ce n'est pas seulement notre histoire, c'est la leur aussi. On n'épargnera personne en criant. Je ne sais pas si on m'a compris sur le moment. Le salon était lourd d'une fatigue que je n'avais jamais connue. Jackson avait les épaules affaissées, Caroline pleurait à intervalles, Lincoln avait l'air furieux mais déterminé. Il est parti pour appeler quelqu'un, un nom que je n'ai pas demandé, mais que je soupçonnais être celui d'un ami avocat ou peut-être d'un collègue qui connaissait ses procédures. Il est parti comme s'il emportait avec lui le premier acte d'une pièce qui ne demandait plus qu'à commencer. Et moi, je suis restée dans le salon, la tête pleine d'éclats, souvenirs, promesses, projets. C'était une matinée qui aurait pu rester une anecdote si nous avions choisi de l'ignorer. Mais elle ne l'a pas été. Elle est devenue le début d'une reconstruction qui ne serait pas rapide ni sans douleur. Je me suis assise, j'ai regardé la baignoire toujours fumante à travers l'encadrement de la porte et j'ai pris conscience que ce moment, ce verrou, cette photo, cet enregistrement m'avaient donné une possibilité que la trahison ne peut pas me retirer, la possibilité de choisir ma réponse. Je n'ai pas encore pris la décision finale. Je n'avais pas encore appelé la mère de Caroline, ni le patron de Jackson, ni signé aucun document. Mais quelque chose en moi s'était réveillé, la faculté de transformer un coup porté dans l'intime en une occasion de se relever, de reconstruire. Et c'est là, au bord de cette salle de bain où l'eau dégulait encore, que j'ai compris que j'allais agir avec une détermination que je ne soupçonnais pas. Je me suis levée, j'ai refermé doucement la porte du salon et j'ai attendu Lincoln. Lincoln est parti comme un homme que l'on envoie chercher un médecin dans un village ancien. Précipité mais précis. Je suis restée quelques secondes de plus, immobile, à regarder la vapeur se dissiper comme une excuse. Puis j'ai fait ce que je savais faire, j'ai organisé le silence. J'ai pris une grande inspiration, j'ai frotté mes paumes l'une contre l'autre pour chasser la fraîcheur qui s'était installée en elles et j'ai commencé à écrire, à gratter des dates, des impressions, des sensations. Les mots me rendaient moins vulnérable. Ils créaient une frontière entre ce qui m'avait été privé et ce que je pouvais encore décider de garder. Lincoln est revenu moins de 10 minutes plus tard, le visage tiré, les yeux plus durs.
Il n'était pas seul, il avait avec lui la silhouette d'une femme d'une quarantaine d'années, une amie avocate qu'il connaissait depuis longtemps et qui regardait la maison comme on inspecte une scène. Elle n'a pas dit grand-chose en entrant. Son regard a balayé la vapeur, les serviettes, nos papiers. « On va procéder sans excès », a-t-elle dit ensuite, comme si elle corrigeait une pensée trop dramatique. Sa phrase avait la douceur d'une main qui tient une feuille devant une fenêtre pour mieux lire la lumière. J'ai senti un peu de calme revenir. Nous nous sommes réunis dans le salon. J'ai expliqué ce que j'avais vu, ce que nous avions photographié, ce que Jackson et Caroline avaient laissé comme empreinte. L'avocate a pris des notes, a hoché la tête sans juger, et puis elle a parlé d'étapes, pas de recettes. D'abord, sécuriser les preuves que nous possédions. Ensuite, ne rien publier. Enfin, envisager une rencontre formelle avec un conseil juridique pour évaluer les mesures possibles. Son langage était sec mais humain, il y avait des mots qui protégeaient sans brutaliser la situation. Des expressions comme « préservation des droits » qui sonnaient comme un remède administratif à une blessure personnelle. « Il est important, a-t-elle dit, de documenter tout ce que vous avez reçu volontairement. Rien ne sert de faire des gestes qui pourraient vous pénaliser. Gardez ce dossier et ne le diffusez pas. Si vous voulez agir, nous verrons comment le faire légalement. » Entendre ces conseils, prononcés par quelqu'un d'extérieur, m'a donné une sensation de rentrer de nouveau dans un cadre. La rage pouvait exister mais sous contrôle. L'horreur pouvait être traduite en actes structurés. J'ai aimé ce mélange, l'intensité transformée en mesure. Nous avons convenu d'une chose immédiatement. Il fallait prévenir certaines personnes clés. Pas pour que les familles apprennent par Internet, mais pour que ceux qui avaient un rôle direct et des responsabilités puissent se positionner. Lincoln m'a regardé et j'ai su qu'il pensait autant à sa femme autant qu'à la mienne. Sa mère doit savoir, a-t-il dit, et le chef de Jackson. Ce dernier mot a fait vibrer quelque chose en moi. Le patron, la réputation, le risque professionnel. J'ai senti une colère froide remonter, non seulement pour la tromperie, mais parce que ces actes mettaient en péril d'autres réalités, des emplois, des réputations, des enfants peut-être. Mais c'était aussi la raison pour laquelle je refusais le spectacle. La punition aveugle risquait de blesser des gens qui n'avaient rien demandé. Lincoln a appelé la mère de Caroline en premier. J'ai entendu la voix au bout du fil, un mélange de stupeur et de doute, puis une douleur qui ressemblait à un animal pris dans un piège. Elle est venue 1 heure plus tard, le visage marqué, tenant son sac comme si elle allait en consultation. Quand elle m'a vue, elle a prié pour que je sois en train d'exagérer. Je ne l'étais pas. Je l'ai regardée et je lui ai dit calmement ce que nous avions trouvé, ce que nous avions entendu. Elle a écouté comme on écoute une annonce médicale, d'abord incrédule, puis corrélant des détails, puis effondrée en silence. Il y a eu un moment où sa main a cherché la mienne, puis s'est retirée. Sa douleur était d'un autre genre. Elle ne perdait pas un mari, mais la fille qu'elle pensait connaître. Nous avons fait un choix en commun avec elle. Elle ne publierait rien. Elle viendrait avec nous à une rencontre où l'on mettrait tout à plat si nous décidions d'aller plus loin. Sa présence a humanisé Caroline, pas pour l'excuser, mais pour rappeler la complexité des êtres. Cette femme nous a supplié, d'une voix brisée, de ne pas jouer au juge. « Si elle a besoin d'aide, a-t-elle murmuré, je serai là pour elle, mais je veux que ce soit fait proprement. » Sa dignité m'a touchée, et en même temps, elle me rendait le geste de séduction encore plus abject. Comment pouvait-on bâtir un mensonge sur le dos d'une mère aimante? Le pas suivant fut de parler au patron de Jackson. J'ai hésité avant d'appeler. Je mesurais le poids d'une telle révélation sur la vie professionnelle d'un homme. Mais la découverte d'intentions financières et de manipulations possibles vers des comptes ou des documents juridiques dépassait le cadre intime. Ce qu'on faisait affectait des biens, des transferts et possiblement la sécurité juridique d'actes signés en dehors du consentement. J'ai choisi les mots avec soin lorsqu'on m'a demandé le motif de mon appel. J'ai dit « Je vous appelle pour vous informer d'une situation personnelle impliquant M. Jackson. Elle concerne son comportement et pourrait avoir des répercussions professionnelles. Je n'exige rien, je vous informe et je vous demanderai de procéder selon vos règles internes. »
J'ai évité le sensationnalisme et j'ai laissé la décision à l'entreprise. Leur réaction a été pragmatique, une mise à pied conservatoire, le temps d'une enquête interne, le respect d'un cadre et la mise en sécurité d'éléments administratifs. La nouvelle s'est répandue dans la sphère professionnelle comme une onde contrôlée. Elle a fait vaciller Jackson, qui est passé d'une fierté de façade à un visage blême. Les collègues n'ont pas crié sur le perron, mais des regards ont changé. Ce fut une petite humiliation institutionnelle, ni publique ni cathartique, qui avait l'avantage de préserver la confidentialité tout en produisant une conséquence réelle. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse. La justice procédurale n'est jamais une revanche rosée et chantante. Elle est ordinaire et précise, comme un comptable qui remet les comptes en ordre. Dans les heures qui ont suivi, nous avons pris la première série de décisions formelles. Nous avons confié le dossier à un avocat que Lincoln connaissait. Nous avons demandé à l'avocate de préparer une lettre demandant des éclaircissements et la remise éventuelle de certains documents. Nous avons scellé les photos et enregistrements que nous avions faits dans un fichier numérique sauvegardé, mais sans diffusion. L'avocate nous a expliqué les limites. Toutes les juridictions ne traitent pas la preuve de la même manière. Certaines preuves obtenues sans consentement peuvent s'avérer inutilisables, d'autres non. Elle nous a conseillé la prudence et la méthode. J'ai hoché la tête, reconnaissante d'une carte sur laquelle je pouvais m'appuyer. Les jours qui suivirent furent un étrange mélange d'administratif et d'intime. J'allais travailler comme si j'avais laissé une part de moi à la maison, tout en menant des réunions pour organiser nos preuves, contacter des notaires pour vérifier l'existence d'actes, consulter des banques pour comprendre l'accès à certains comptes. Chaque appel était une succession de voix humaines qui plaçaient des mots techniques sur ma douleur, transformant la trahison en données à traiter. Il y avait un confort pervers dans cette désincarnation. Mon cœur était blessé, mais la machine administrative savait comment mettre des garde-fous. Jackson a tenté plusieurs fois de me parler. Ses messages étaient maladroits, des tentatives d'explication qui sentaient la rationalisation. Ce n'était rien, je voulais t'épargner, je me suis laissé aller. Je les ai laissés sur lu. Je ne voyais pas l'intérêt de répondre à des phrases qui cherchaient à minimiser une intention organisée. Caroline, elle, m'a envoyé des textos où elle alternait entre supplication et déni. Lincoln, fidèle à son rôle, m'a accompagné à la banque pour des démarches que je n'aurais peut-être pas faites seule. Joindre des conseillers, demander des relevés, vérifier des signatures. Là encore, nous avons gardé la méthode, poser des questions claires, demander des copies, éviter les accusations hâtives. L'argent ne ment pas, il laisse des traces que la langue humaine essaie parfois d'embellir pour garder le temps humain. Il y a eu des réunions avec l'avocate. Nous avons examiné la chronologie des messages, les dates, les projets mentionnés. Nous avons évalué ce qui relevait d'une atteinte financière potentielle et ce qui devait rester dans le champ privé. Nous avons parlé aussi, moi, de la maison, de la nécessité de préserver l'accès à ce qui me garantissait un logement et une sécurité matérielle. Il y avait dans la pièce une géographie des vies. Chaque phrase bougeait des meubles symboliques, rattachait une armoire à une date. Finalement, nous avons trouvé un terrain d'entente qui m'a semblé juste. Un accord préliminaire sur certains points matériels, accès aux comptes partagés jusqu'à l'accord définitif, répartition des biens, prise en charge de certaines dépenses et la promesse d'une procédure plus formelle pour régler l'ensemble. Ce n'était pas la victoire théâtrale que j'avais parfois imaginée, rien n'est jamais scellé par un coup de théâtre, mais c'était une avancée. Le plus important pour moi fut d'obtenir une reconnaissance, qu'il y avait eu préméditation, des discussions à propos d'actes juridiques et que ça ne tomberait pas dans l'oubli. Les mois passaient, étirant les jours comme des rubans. La maison a connu des changements. J'ai changé les serrures, acte simple, symbolique, mais aussi protecteur. J'ai rangé des affaires qui me faisaient mal à voir et j'ai gardé d'autres objets pour travailler mon deuil. J'ai commencé à me reconnecter à des choses que j'avais laissées en plan. Ma peinture. J'avais abandonné les toiles pendant des années au profit de la normalité domestique. La trahison m'a donné une permission étrange, peindre pour exister autrement. Mes premières séances furent maladroites, mes couleurs hésitantes, mais elles avaient une sincérité brutale. La peinture a été comme une langue nouvelle pour exprimer des choses que je ne voulais pas dire à voix haute. J'ai pris un cours du soir.
Là, j'ai rencontré d'autres femmes, d'autres histoires, d'autres visages qui portaient des cicatrices invisibles. Nous peignions en silence parfois, et d'autres fois, nous parlions de la fragilité des certitudes. Le groupe est devenu un espace où je pouvais me rendre petite sans avoir peur, un endroit où le jugement n'était pas la règle. Mon professeur m'a encouragée, non pas parce que j'étais talentueuse, mais parce que je revenais. Revenir, m'a-t-il dit un soir, c'est la vraie victoire. J'ai voyagé aussi. Pas pour fuir, mais pour me retrouver dans des villes où personne ne connaissait mon nom. J'ai pris un billet pour une côte que j'avais aimée dans ma vingtaine et j'ai marché sur des plages où le vent frottait les idées. J'ai lu beaucoup, j'ai écrit des lettres que je n'ai pas envoyées, j'ai laissé le temps faire son travail d'usure. Parfois, je pleurais sans raison apparente. D'autres fois, je souriais à des images qui me rappelaient une vie possible. Ces moments m'ont appris que la reconstruction n'est pas linéaire. Elle avance en zigzag, reprend, recule, puis se décide. Il y a eu des instants de faiblesse, des nuits à l'écoute de vieux messages, des repas partagés en silence, mais aussi des moments d'une clarté nouvelle. Je me souviens d'un matin où je me suis levée et où j'ai décidé de repeindre la chambre en une couleur que Jackson n'aimait pas. Un geste insignifiant peut-être, mais qui signifiait « je décide de mon espace ». Chaque choix de ce genre m'a ramené peu à peu à moi-même. La procédure de divorce a été longue, ponctuée de réunions avec notre avocat, d'échanges pour établir une séparation équitable. Les documents que nous avions mis de côté ont joué leur rôle. Ils ont appuyé nos demandes et sécurisé certaines compensations. Je ne veux pas faire croire à une mécanique froide. La douleur était toujours là, mais elle ne dictait plus toutes mes actions. Le résultat final fut une séparation qui me permit de garder l'essentiel. Un toit pour moi, la possibilité de gérer mes comptes, une indemnité qui me donna un matelas suffisant pour entamer ma reconstruction sans me démanteler financièrement. C'était une victoire pratique, non vindicative. Et il y a eu les conséquences sociales pour Jackson et Caroline. Jackson a été suspendu de son travail pendant l'enquête. Sa réputation en a pris un coup. Ce n'était pas une humiliation publique organisée de ma part, mais une conséquence logique de ses actes dans un cadre professionnel. Caroline a subi une rupture avec certains amis et sa mère, bien que présente, a pris ses distances. Lincoln, quant à lui, a demandé la rupture. Ce départ n'était pas joyeux, il était nécessaire. Il y eut des moments où je me suis sentie coupable, non pas d'avoir été trompée, mais d'avoir vu des familles se déliter autour d'une vérité que je n'avais pas cherchée, mais qui avait éclaté. Le temps a fait son œuvre. 1 an après la scène de la baignoire, j'avais derrière moi des dossiers, des réunions, des pleurs, et aussi des toiles sur mes murs. J'avais appris à me défendre sans perdre ma dignité. J'avais appris à transformer une blessure en une langue qui ne parlait pas seulement de la douleur, mais aussi de la possibilité. J'ai vendu quelques tableaux lors d'une petite exposition locale. Les ventes n'étaient pas importantes, mais elles avaient la saveur d'une reconnaissance. Pas de la part de celui qui m'avait trahi, mais d'étrangers qui trouvaient quelque chose de vrai dans mes couleurs. Ce fut un moment clé, sentir que je pouvais recevoir de la beauté en retour. Un jour, par hasard, j'ai croisé Jackson dans un quartier commerçant. Il était seul, les épaules moins droites qu'avant, la chemise mal boutonnée. Il s'est arrêté devant moi, a rougi légèrement, puis m'a demandé si nous pouvions parler. Il avait cet air de quelqu'un qui veut user une formule de contrition apprise. J'ai compris qu'il cherchait une absolution ou un soulagement. Je ne l'ai pas donné. Nous nous sommes assis sur un banc et il a dit « Je suis désolé, j'ai merdé, je ne sais pas comment te demander pardon ». Je l'ai écouté comme on écoute une confession dans un couloir de tribunal, attentive mais distante. Quand il eut fini, j'ai posé ma tasse de café sur le banc et j'ai dit simplement « Tu peux être désolé. Tu peux apprendre, mais je ne suis pas disponible pour réparer ta personne. Je suis occupée à reconstruire la mienne. » Ces mots n'étaient pas cruels, ils étaient exacts. Il a compris que l'objet de sa demande, moi, n'était plus un lieu de safe retour. Il a baissé la tête et a dit « Je comprends ». C'était la fin de quelque chose et le début de mon indifférence réparatrice. Il y a eu d'autres rencontres, moins lourdes, des voisins qui me disaient qu'ils avaient admiré ma détermination, des amis qui m'ont offert leur écoute, Lincoln qui m'a remercié une fois pour la manière dont j'avais impliqué sa famille sans les détruire. Ces instants étaient des pansements, mais de ceux qui font grandir. Aujourd'hui, quand je passe devant la salle de bain où tout a basculé, je ne ressens plus le même frisson.
La baignoire est propre, la pièce est rangée, et je n'ai plus envie de la regarder comme l'épicentre d'une catastrophe. C'est devenu un espace ordinaire, tout simplement. Et c'est peut-être la meilleure revanche, rendre ordinaire ce qui a tenté de me briser. L'ordinaire n'est pas la résignation, c'est la possibilité de vivre sans que chaque geste soit une mise en scène de la douleur. Je partage cette histoire non pas pour susciter la pitié ni la haine, mais parce qu'il y a une route possible après la trahison. Elle n'est pas la même pour tout le monde, elle ne doit pas être dessinée par la vengeance, mais par la volonté de protéger sa dignité et de retrouver sa souveraineté. On peut choisir la justice procédurale, on peut choisir la médiation, on peut choisir la distance. Ce qui compte, c'est le retour à soi. Si je devais donner un conseil, ce serait simple. Protégez votre intégrité avant tout. Ne laissez pas la colère prendre le volant sans un plan. Cherchez des alliés qui raisonnent et qui respectent la vulnérabilité des autres. Demandez de l'aide juridique si nécessaire, mais surtout, autorisez-vous à pleurer et à rire. La reconstruction est un mélange étrange de larmes et d'instants lumineux. Je ne sais pas ce que deviendra la relation entre Lincoln et sa famille. Je ne sais pas si Caroline trouvera un chemin qui lui permette de redevenir elle-même sans blessure. Je sais seulement que, pour ma part, j'ai appris à me tenir debout avec mes choix. J'ai appris à transformer une humiliation imposée en une série de gestes qui m'ont rendu la liberté. Ce que la trahison m'a pris, d'une certaine manière, la reconstruction me l'a rendu autrement. Une indépendance délicate, une confiance réapprise et surtout des frontières claires. J'ai appris à choisir mes alliances, à me protéger et à affirmer que certaines lignes ne se franchissent pas sans conséquence. Si vous êtes là, en train d'écouter ou de lire ces lignes, peut-être que vous vous reconnaissez dans une partie de mon histoire. Peut-être que vous n'y êtes pas encore. Sachez que la vulnérabilité n'est pas un défaut. Elle est souvent le point de départ d'une renaissance. Et cette renaissance, elle peut commencer par de petites choses. Un cours, une peinture, un voyage, une conversation honnête avec un ami. Elle peut aussi commencer par un simple acte administratif. Déposer un dossier, demander conseil, poser une serrure nouvelle. Ces petits actes, chez moi, eurent un effet cumulatif. Je ne veux pas conclure sur une note de triomphe spectaculaire. La vie est faite de reconstruction progressive. Mais, si je dois résumer en une image, la trahison m'a jeté dans la tempête. Ce que j'ai appris à faire, c'est à bâtir une maison plus solide à la fin de cette tempête. Et cette maison, aujourd'hui, est faite de mes choix. Si mon récit vous a touché, si vous avez traversé des épreuves similaires, dites-moi d'où vous me lisez. Écrivez votre ville en commentaire pour que je sache que nous venons de différents endroits, mais que nous partageons des combats communs. Si vous voulez entendre d'autres histoires de reconstruction, abonnez-vous, j'en raconterai d'autres, pas pour nourrir la curiosité malsaine, mais pour montrer qu'on peut choisir la dignité encore et encore. Merci d'avoir été là.